Bonjour, chers amis. Nous sommes maintenant rendus à la 6e leçon sur la démocratie économique qui porte sur l'escompte compensé. La distribution d'argent nouveau par le dividende social, sujet de la leçon précédente, est donc un moyen d'augmenter le niveau d'argent du pays quand c'est nécessaire et de placer directement cet argent entre les mains des consommateurs. Mais pour être bienfaisante aux consommateurs, cette distribution d'argent doit constituer pour le consommateur une véritable augmentation de son pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat dépend de deux facteurs, la quantité d'argent entre les mains de l'acheteur et le prix du produit à vendre. Si le prix d'un produit diminue, le pouvoir d'achat du consommateur augmente, même sans augmentation d'argent. Ainsi, j'ai 10 $ que je veux affecter à l'achat de beurre. Si le prix du beurre est de 2,50 $ le kilo, j'ai en main un pouvoir d'acheter 4 kilos de beurre. Et si le prix du beurre est abaissé à 2 $ le kilo, mon pouvoir d'achat monte et équivaut à 5 kilos de beurre. D'autre part, si le prix monte, cela affecte désavantageusement le pouvoir d'achat du consommateur. Et dans ce cas-là, même une augmentation d'argent peut perdre son effet. Ainsi, l'ouvrier qui gagnait 200 $ en 1963 au Canada et qui en gagnerait 1000 $ en 2014 serait le perdant, parce que même si le salaire a augmenté de 5 fois, le coût de la vie a augmenté plus de 7 fois durant ces 50 années. Il fallait au moins 155 $ en 2014 pour se procurer ce qu'on achetait avec 20 $ en 1963. C'est pourquoi les augmentations de salaire, tant réclamées par les ouvriers, ne réussissent pas à produire d'amélioration durable, parce que les hausses de salaire sont incluses dans les prix. Donc, les prix des produits sont augmentés en conséquence. Les employeurs ne fabriquent pas d'argent et s'ils doivent dépenser davantage pour payer leurs ouvriers, ils sont obligés de vendre leurs produits plus chers pour ne pas tomber en faillite. Le dividende national, lui, n'entre pas dans les prix lorsqu'il est fait d'argent nouveau distribué par le gouvernement indépendamment du travail, que vous soyez salarié ou non. Cependant, en face de plus d'argent dans le public, il pourrait y avoir tendance chez les marchands à augmenter les prix des produits, même si ces produits ne leur ont pas coûté plus cher. Aussi, une réforme monétaire qui ne voit pas en même temps à freiner les hausses injustifiables de prix serait une réforme incomplète. Elle pourrait même devenir une catastrophe en laissant libre cours à l'inflation. La fixation ou gel arbitraire des prix, un plafonnement général, peut aussi obtenir un effet préjudiciable, nuisible, en décourageant la production. Or, la diminution de la production est le moyen le plus sûr de pousser les prix à monter. Le législateur obtient alors le contraire de ce qu'il recherchait. Il provoque l'inflation en la combattant maladroitement. Pour échapper aux sanctions, l'inflation se produit alors par l'entremise du marché noir. La démocratie économique propose une technique pour combattre automatiquement l'inflation. C'est la technique dite du prix ajusté ou de l'escompte compensé, qui ferait partie du mode d'émission d'argent pour établir le pouvoir d'achat global au niveau de la production globale offerte. Puisque les produits sont faits pour le consommateur, il est clair que pour atteindre leur fin, les produits doivent être offerts aux consommateurs à un prix qui permette aux consommateurs de les acquérir. Autrement dit, en tout temps, il doit y avoir un équilibre entre les prix dans leur ensemble et le pouvoir d'achat des consommateurs dans son ensemble. Pour compter, calculer le prix de vente,
Les producteurs ou les marchands calculent ce que la fabrication du produit a coûté et ils ajoutent les frais de manipulation, de transport, d'emmagasinage, de vente et les profits nécessaires aux différents intermédiaires. Mais rien n'assure que ce prix marqué correspond avec le pouvoir d'achat du consommateur. Le prix marqué, étiqueté sur le produit, doit être exigé par le marchand pour ne mettre personne en faillite entre le producteur et le marchand détaillant. Mais, d'autre part, le prix à payer par l'acheteur, le consommateur, doit être tel qu'il corresponde au pouvoir d'achat entre les mains des consommateurs. Sinon, les produits restent invendus en face de besoins réels. D'où la nécessité d'un ajustement des prix. La technique monétaire de la démocratie économique y pourvoit. Dans le vocabulaire de la démocratie économique, on appelle juste prix le prix qui correspond exactement à la consommation. On le comprendra mieux dans quelques instants. Lorsqu'on dit juste prix, on ne veut donc pas du tout dire un prix honnête, prix équitable. Le prix marqué par le marchand sur le produit peut être tout à fait honnête, tout à fait équitable et cependant n'être pas du tout le prix exact. Ainsi, pendant la crise économique de 1929 à 1939, les prix marqués sur les produits pouvaient être honnêtes, équitables, mais ils n'étaient pas exacts. Ils ne correspondaient pas à la consommation. Quand la production totale de choses demandées dépasse la consommation totale, ces prix ne sont certainement pas exacts, puisque la consommation sur une période quelconque marque en définitive les véritables dépenses faites pour la production pendant cette même période. Le prix honnête est une question de morale. Le prix exact est une question de mathématiques. Le prix exact, le juste prix du système de démocratie économique, est obtenu par une règle d'arithmétique. Il n'est donc question ici ni de fixation arbitraire des prix, ni de plafonnement, ni de restriction, ni de récompense ou de châtiment, mais simplement d'arithmétique. La technique proposée par Douglas et Louis Évin prend deux nombres qui sont faits par les gens du pays eux-mêmes et non pas fixés arbitrairement par des hommes qui ont la manie d'imposer leur volonté aux autres. Deux nombres. Premièrement, le nombre exprimant la somme des prix, c'est le fait des producteurs eux-mêmes. Deuxièmement, le nombre exprimant le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est le fait de la volonté des consommateurs jointe à l'argent dont ils disposent. Puis, pour pouvoir mettre le signe égal entre ces deux nombres, la démocratie économique abaisse le premier nombre au niveau du second. Expliquons en présentant d'abord quelques notions peu familières et pourtant de grande portée. Le prix exact d'une chose est la somme des dépenses encourues pour la production de cette chose. Cela est vrai que l'on compte, que l'on calcule en dollars, en erg, unité d'énergie, en heure-homme ou en ce qu'on voudra. Tel ouvrage, par exemple, réclame 4 heures de temps, 10 millilitres de sueur, un repas de travailleur, une usure d'outils. Si l'énumération est complète, le prix exact de cet ouvrage, de ce produit, c'est 4 heures de temps, 10 millilitres de sueur, un repas de travailleur et une usure d'outils, ni plus ni moins. Mais comme on a coutume d'évaluer le prix en dollars au Canada, et comme on a aussi coutume d'évaluer en dollars le travail, l'usure et tous les autres éléments qui forment les dépenses, il est possible d'établir une relation entre les deux en termes de dollars. Si en tout et partout les dépenses de matériel, de travail, d'énergie, d'usure se chiffrent à 100 $, alors le prix
exact du produit est de 100 $. Mais il y a aussi le prix comptable. Au cours de la production d'un article dans une usine, compte tenu de la matière première achetée, des frais de transformation, des salaires, des frais de capital, etc. Tout cela constitue le coût financier de production de l'article. Ce prix comptable et le prix exact sont-ils les mêmes? S'ils le sont accidentellement dans certains cas, il est facile de constater que dans l'ensemble, ils ne le sont certainement pas. Prenez, par exemple, un petit pays qui fournit en une année, tant en biens de capital qu'en biens de consommation, une production totale évaluée, disons, à 100 millions de dollars. Si, durant la même période, les dépenses totales des habitants du pays sont évaluées à 80 millions, il faudra bien admettre que la production de ce pays, cette année-là, a coûté exactement 80 millions, puisqu'il a été consommé en tout 80 millions par la population du pays, auteur de la production. La production a été évaluée par la comptabilité des prix de revient à 100 millions, mais elle n'a coûté que 80 millions de dépenses réelles. C'est un fait inéluctable. Les deux chiffres, les deux totaux sont là. Donc, le prix exact de la production des 100 millions, ça a été 80 millions. Autrement dit, dans le même temps où la richesse produite a été de 100 millions, la richesse consommée a été de 80 millions. La consommation de 80 millions est le véritable prix de la production de 100 millions. On a pu produire 100 en ne consommant que 80. Le véritable prix de la production, c'est la consommation. Par ailleurs, comme on l'a dit plus haut, si la production existe pour la consommation, il faut que la consommation puisse payer la production. Dans l'exemple précédent, le pays mérite sa production. Si en dépensant 80 millions, il produit 100 millions, il devrait pouvoir obtenir ces 100 millions en dépensant seulement 80 millions. Autrement dit, en payant 80 millions, les consommateurs devraient obtenir les 100 millions. C'est le juste prix. Sinon, il restera pour une valeur de 20 millions de dollars de produits invendus. Nous verrons dans la capsule suivante comment faire le calcul du juste prix.